Bonjour à toutes et à tous. Rémi Bardot, secrétaire régional de l'URI Grand Est. Bienvenue à la webconférence sur le dialogue social en période de Covid-19. Cette webconférence a été réalisée par l'ARACT Grand Est et par donc l'Union régionale CFDT. Nous sommes le 16 juin et cette webconférence est réalisée dans le cadre de la semaine sur la qualité de vie au travail. Nous avons cherché un sujet qui soit le plus adapté à la situation, puisque quand nous avons choisi le sujet, nous étions en mars, et les équipes syndicales nous ont répondu très vite que leur préoccupation majeure, c'était le dialogue social, comment se faire entendre, comment dialoguer avec les directions. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui parler de ce dialogue. Et nous allons essayer de voir quelles sont les expériences les plus intéressantes, quels sont les enseignements à tirer et qu'est-ce qui peut être réutilisé à l'avenir parce que les situations changent et donc il est important de pouvoir anticiper. Je vais passer maintenant la parole à Aline de l'ARACT qui va vous présenter le projet. Effectivement, nous avons réalisé 3 web échanges avec les équipes CFDT Grand Est. Un premier web échange qui s'est déroulé en mai, le 19 mai, qui était plutôt avec les équipes du secteur sanitaire et social, où il y avait privé, public et associatif. Un deuxième web échange du secteur industriel, où là, on avait des équipes qui venaient parler particulièrement de ce qui se passait dans les équipes, on va dire, qui travaillaient in situ. Et puis, un troisième web échange où là, on avait le secteur des services, grande distribution, transport, secteur privé, public également, où on discutait plus particulièrement télétravail et chômage partiel. Par web échange, il y avait 5 participants, ce qui permettait à tous de pouvoir s'exprimer sur des séances prévues d'1 heure, mais avec des envies fortes d'expression. Donc, en vrai, ça a duré parfois plus de 2 heures. Donc, vraiment des témoignages et de l'échange sur les relations sociales qui se transforment, sur le fond, sur la forme, sur les modalités. Petit point de vigilance, les matériaux recueillis ne permettent pas une étude scientifique, mais ont plutôt une vocation à tirer des illustrations. Ce ne sont pas des vérités, mais véritablement des témoignages, des illustrations sur ce qui s'est passé en termes de dialogue social dans les entreprises. Au début, avant la crise de Covid, on n'avait pas de dialogue social dans l'entreprise. La DRH du groupe Alpro qui a appelé les délégués syndicaux. Donc moi-même pour la CFDT et mon collègue de la CGT. Donc pour avoir une réunion par téléphone 1 fois par semaine. Ils ont essayé de mettre des choses en place pour éviter que l'outil de travail s'arrête pendant la crise du Covid. Parce que on est un produit de première nécessité pour les gens intolérants. Et donc, ils voulaient que la production ne s'arrête pas d'un seul coup pour éviter qu'on soit en rupture dans les magasins. Voilà. Donc, ils ont réussi à faire un dialogue social, un dialogue assez pragmatique, et ça a marché dès le début. Donc, c'est bien. On n'a pas fait de réunion CSE toutes les semaines en webcam ou en WebEx comme certaines entreprises. C'était que du informel ou du formel avec la direction. Donc le directeur venait me voir. Moi, je travaille des fois la nuit ou le week-end. Des fois, il venait le week-end ou la nuit pour venir ce qui allait pas ou pas. Bon, c'est pour une personne qu'on voyait jamais, voir le jour de crise de Covid, venir spécialement pour ça. Je dis ça, c'est quand même. C'est-à-dire que la crise de Covid fait changer quand même les gens.
Voilà. Mais j'aime mieux avoir un dialogue direct avec ma direction ou avec ma RH que d'avoir un dialogue. C'est bien avec le CSE, on pose des questions, mais c'est un jeu de rôle. J'aime mieux avoir un dialogue, dire les choses en face que de dire faire un sort de jeu de rôle parce qu'il y a le syndicat à côté, il y a un autre. Ça, c'est compliqué pour avancer les choses. C'est ma conception, ça. Et ça, ils ont compris qu'il manque un truc. Donc, nous avions commencé le processus électoral sur l'ensemble des 15 structures qui composent l'UES, parce qu'aujourd'hui, la MAPA est une entité, une association du groupe DocGestio, et qui a décidé, le groupe a décidé donc de former une unité économique et sociale, et donc le CSE devait être mis en place. Donc, dans ces périodes-là, la période qui est tombée juste la période du confinement, on a procédé à un avenant à l'accord, comme ça a été prévu dans les textes, pour reporter les élections après le confinement. Donc, nous, on continue à fonctionner en CE et CHCCT. Donc, on a eu, avec le CHCCT, 5 réunions sur le coronavirus et les problématiques, conditions de travail, EPI, etc. Et on a décidé avec la direction, CE, avec la direction, de procéder à une réunion hebdomadaire. Donc toutes les semaines, on s'est réunis en visioconférence. C'était une première pour nous parce qu'on n'a jamais travaillé en visioconférence. Ça, on s'est toujours retrouvé sur site et avec la direction. Ça a été pour nous une nouveauté, s'adapter rapidement à cette nouvelle forme de rencontre, en quelque sorte. De notre domicile, en plus, donc, en tant qu'élu, on n'a pas trop l'habitude. Et c'est parti. Voilà, donc dans ce premier thème, on va parler de la manière dont le dialogue social s'est adapté pendant cette situation. Donc ce qu'on peut dire, c'est que face à l'urgence de la crise sanitaire et au caractère inédit de cette situation, le dialogue social aussi a dû s'adapter. Ce qu'on a pu constater à travers les témoignages des différents participants, c'est qu'en gros, il y a deux situations. La première, c'est là où du dialogue social préexistait, eh ben, il s'est amplifié, les choses se sont mises en place pour pouvoir trouver des solutions. Et la deuxième catégorie, c'est des situations où le dialogue social n'existait pas ou existait peu. Et de fait, on voit bien que, comme le témoignait Ludovic, de fait, du dialogue, alors c'est mis en place, alors pas nécessairement sous l'angle strict du dialogue social institutionnel à travers les instances, mais souvent sous des formes de dialogue plus directes, plus pragmatiques, si j'ose dire. Ce qu'on a pu observer également, c'est que parallèlement à ces instances formelles, un certain nombre de structures ont mis en place des lieux de dialogue dédiés pour gérer la crise. Je pense notamment à des cellules de crise, par exemple, dans lesquelles comment dire, les réunions se sont intensifiées et se sont réunies beaucoup plus régulièrement et fréquemment qu'à l'accoutumée. Donc, il n'a pas été rare de voir des situations où les entreprises ont communiqué et se sont réunis avec les partenaires sociaux hebdomadairement, voire quotidiennement. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter. Et puis un troisième point particulier, c'est une forme de diversification des espaces de dialogue où on a pu constater que se côtoyaient des espaces formels et des espaces plus informels. L'idée étant de faire au mieux, trouver les bons interlocuteurs pour ensemble trouver rapidement des solutions adaptées. Et puis enfin, le dernier point qui nous semblait important à faire remarquer par rapport à cette adaptation du dialogue social, c'est que pendant la période, un certain nombre de règles ont un petit peu changé, c'est-à-dire qu'en temps habituel,
les modifications, les changements d'organisation sont soumises à consultation des IRP. Et pour faire face à l'urgence de la situation, dans un certain nombre de cas, les délais de consultation ont été raccourcis par notamment les ordonnances. Donc on voit bien que ça a pu créer un certain nombre de situations un petit peu compliquées à gérer. Et enfin, le dernier point, c'est le recours à la visioconférence, donc des lieux de dialogue qui se font à distance. Mais ce dernier point fera l'objet d'un chapitre consacré à cette question qui sera développé un peu plus tard dans la webconférence. Philippe Bernard, je suis délégué syndical central de l'association ADEL de Globitz. Alors juste pour resituer un peu l'association, c'est 1200 salariés sur 5 sites, un Colmar, un à Auderen, à Cernay et il y en a à Strasbourg, des maisons de retraite et des établissements du médico-social. Alors durant effectivement la période de Covid, les relations entre les salariés, à vrai dire, étaient assez diverses. Il y avait à la fois des salariés qui avaient une vraie peur de retourner au travail car ils avaient peur d'attraper la maladie, d'autres qui n'étaient pas du tout sur ce registre-là et étaient très volontaires à s'investir et même à bouger de leur service pour aller effectivement aider les collègues qui étaient le plus en difficulté dans d'autres services. Et ça a pu aussi effectivement engendrer quelques tensions entre les différents services, puisqu'il y avait des éducateurs qui ont changé d'équipe et qui sont allés dans d'autres équipes et qui ont parfois été mal compris par leurs collègues et qui ont pu engendrer quelques petites tensions qui seront réglées par la suite. Juste préciser une petite chose, c'est que nous, on est dans un secteur normalement qui était du social et du médico-social et que du jour au lendemain, les salariés ont dû changer un peu de culture professionnelle, de passer d'une culture de l'accompagnement à une culture sanitaire et de se transformer du jour au lendemain d'éducateurs en aide-soignants ou soignants, ce qui a été quand même pour certains pas facile à faire, mais qui a été accompli avec une grande dignité et avec un grand professionnalisme. Période du Covid, toutes les instances représentatives du personnel se sont mis en veille. Notre priorité a été plutôt d'envoyer des mails à la direction générale pour avoir des réponses sur l'aspect sanitaire et les protections qu'il fallait mettre en place pour les salariés et de pouvoir répondre aux attentes des salariés qui étaient en vraie inquiétude et instabilité sur les protections, les masques, les protocoles à respecter. Nous avions quand même dans l'établissement beaucoup de cas de Covid avérés et donc de protection à prendre et nous avons axé, l'essentiel de nos instances ont été axés sur l'aspect sanitaire. Denis Laurin, délégué syndical et membre du CSE Accor ASR. Donc, pendant le Covid-19, face aux premières urgences, avant que toutes mesures soient prises, les salariés se sont pris en main. Tout le collectif du matin, de l'équipe du matin, ont décidé de travailler de nuit pour éviter les clients, car les gestes barrières n'étaient pas respectés. Le masque, ne n'en parlons pas. Et là, pour nous, représentants des salariés, ça a été un peu dur puisqu'on s'est fait doubler par la gauche. Et nos salariés étaient beaucoup plus vite que réactifs, c'est-à-dire qu'on peut faire quand même confiance à nos employés. Et ils se sont pris en main. Donc la direction, face au mouvement, a suivi, pareil, en anticipant toutes les mesures qui finalement ont été tardées dans le temps. Sur ce thème 2, nous allons voir l'état des collectifs de travail et la place des représentants du personnel.
Du coup, ce qui nous intéresse dans ce thème, c'est l'impact des réorganisations dues à la crise sanitaire sur les équipes de travail. Donc, en fait, se questionnent les collectifs selon l'état des populations qui étaient en arrêt maladie, en garde d'enfants, en autorisation d'absence, en arrêt de production, en continuité de production, en télétravail. On avait une multitude de possibilités. Du coup, quand ces collectifs ont été, on va dire, mis à mal, par les réorganisations, comment on recrée du collectif de travail qui peuvent développer des formes de solidarité ou, à contrario, qui développent des formes de tension. Ça questionne la façon dont les élus vont pouvoir réussir à mettre ou à remettre du collectif, à fédérer les collectifs après avoir vécu différentes formes de travail collectif, que ce soit de l'entraide, de la collaboration, de la coactivité ou où on ne se voit plus. Se posent les questions de gestion d'appui individuel à la gestion d'appui collectif. Finalement, la place du représentant du personnel se trouve à l'articulation de ces questions, de ces deux questions-là. Et puis, comment les représentants du personnel vont reprendre leur rôle parce que la pratique syndicale est axée essentiellement sur créer du collectif. Et quand il a fallu gérer plutôt de l'individuel, comment on re-questionne ce collectif dans les structures et dans la pratique syndicale. Donc, on a subi effectivement le confinement, comme un petit peu tout le monde. On était vraiment au cœur de l'œil du cyclone, étant sur le secteur de Colmar. La direction n'a pas pris la mesure de ce qui se passait tout de suite. On s'est inquiété, nous, par rapport aux effectifs qui étaient très nombreux au niveau de la production. Et effectivement, il a fallu un petit peu se battre pour, à un moment donné, se retrouver confinés et puis se mettre à l'abri, surtout là où sur les lignes de production où les gens étaient au coude à coude. Donc ça a été vraiment la première étape. Une activité papier thermique qui était essentielle pour eux. Donc, ils ont essayé d'utiliser le pouvoir public et les mairies aussi, la mairie de Colmar et la mairie de Wettolsheim, à notre rencontre en disant, voilà, dans la presse, donc ils ont utilisé la mairie, la presse, le préfet, pour essayer de faire pression et redémarrer. Il fallait qu'ils tournent en 5x8, il fallait qu'on ait effectivement les mesures collectives de protection. Donc, l'entreprise a fait le forcing au niveau de la consultation. On dit, voilà, les délais de consultation, nous, on les raccourcit. Nous, on dit, moi, c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des discussions, il faut qu'on ait tout en place et c'est pas sur des promesses qu'on va aller vous donner l'autorisation ou qu'on va valider ces mesures-là. Donc, le 1er avril, ça est monté un petit peu en mayonnaise. On a dû saisir le TGI. On a saisi aussi la Direct pour effectivement un droit de retrait et un droit de retrait collectif. Le TGI pour une mise en danger d'autrui, c'est-à-dire pour mettre les choses dans la balance et pour faire pression contre la direction, pour qu'à un moment donné, ils mettent les choses en place telles qu'elles avaient été définies et pas sur uniquement des paroles. Pas sur uniquement on reprend et puis on verra après. Et oui, comme tu m'as demandé, on a tenu des réunions via Skype tous les jours avec la direction et c'est très 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 compliqué d'échanger par visio parce qu'en fait la direction elle se permet des choses qui ne se permettraient pas en face. Et j'ai quelques exemples comme ça, c'est-à-dire que en fait on pose des questions. On veut argumenter et débattre sur ce sujet. Si la direction, ça ne leur plaît pas, ils coupent les micros. Et ça, je trouve ça inadmissible. Et par visio aussi, je trouve qu'ils se permettent aussi des réflexions qu'ils ne feraient pas en face. En y disant qu'on n'a pas compris la question, que genre si on est bête, ce n'est pas de leur faute. Mais nous, on veut des réponses claires. Et comme ils n'ont pas des réponses claires,
ils essayent par n'importe quel moyen de s'échapper. Effectivement, ça change quelque chose parce que quand on a l'habitude de siéger déjà en instance ou d'organiser des SAF, des moments de dialogue social, enfin, ou des moments de négociation avec la direction, on est en présentiel, on est en présence physique, et à ce moment-là, quand il s'agit de présenter un dossier, de convaincre l'autre partie, la direction, et bien sûr, on a quand même nos atouts, une autre stratégie, une autre façon d'aborder les choses. Et puis, on peut toujours aussi décoder la réaction en face. C'est-à-dire qu'en visioconférence, on est quand même parasité. On est parasité par tous les problèmes techniques. Et on en a eu des problèmes techniques. C'est pas ici. Les réseaux, les équipements n'étaient pas forcément prêts pour cela aussi. Et puis, par la suite, il a fallu aussi mettre le masque. Et c'est vrai que mettre un masque fait que toute une partie de la communication non verbale et puis toute la partie aussi, oui, entrer en relation, ne serait-ce que voilà, se reconnaître comme interlocuteur, toutes ces parties-là, elles sont gommées. Donc vraiment, ça gêne énormément. Voilà, les débats, ça gêne. La forme gêne le fond, je dirais. Voilà, donc dans cette thématique sur les relations modifiées avec la direction, il nous semblait important de signaler peut-être deux éléments qui nous ont frappés dans les témoignages. Le premier, c'est le cadre de relation qui, nous semble-t-il, s'est élargi. Ce qu'on entend par là, c'est que traditionnellement, dans l'entreprise, le dialogue social, c'est essentiellement deux parties, la direction, les représentants du personnel. Et là, on a vu que dans cette période, dans un certain nombre de cas, le système d'acteurs s'est élargi avec des interventions d'acteurs extérieurs, comme la préfecture, la directe ou d'autres acteurs. Et nous semble-t-il, ça a d'une certaine manière complexifié un petit peu le système de relations. Le deuxième point qui semblait important à souligner dans cette thématique, c'est le recours à la visioconférence, c'est-à-dire le fait de tenir les réunions en distanciel. Et là, ce qu'on peut noter, c'est à la fois ce que ça transforme dans la nature des relations par rapport à l'usage de l'outil technique, donc les aspects purement matériels, le fait de disposer ou pas des outils permettant de le faire, d'avoir des accès au réseau permettant de pouvoir communiquer. Et puis, au-delà des aspects techniques, il nous semble que l'usage de la visio transforme aussi d'une certaine manière la posture. Ce qu'on entend par là, c'est que dans un certain nombre de cas, on peut voir que la visio instaure une forme de mise à distance entre les acteurs, de par le fait des écrans qui s'interposent entre eux. On a pu observer aussi que les réunions étaient souvent beaucoup plus fréquentes et plus courtes. Donc, d'une certaine façon, ça oblige à aller un petit peu à l'essentiel pour traiter des sujets. Et on peut aussi remarquer que ça transforme d'une certaine manière un petit peu les rapports de force, au sens où ça peut déséquilibrer la relation, parce qu'on voit bien, quand Julien le dit, celui qui anime, qui organise la réunion peut, de par son action, couper la parole, donner les micros aux uns et aux autres, et c'est des choses qu'on n'observe pas ou beaucoup moins dans la tenue des réunions en présentiel.
Philippe, est-ce que tu peux nous dire comment, pendant le temps du confinement, vous avez réussi à garder le contact avec les adhérents de votre section? Face à un confinement sans préavis, s'est rapidement posé la question du lien avec les adhérents. On a fait le choix de téléphoner individuellement à chacun d'entre eux. C'était une occasion unique pour nous, vu qu'on avait le temps dans un cadre confiné. Sur les thématiques abordées, on avait essentiellement des questions sur le volet personnel. On abordait toutes les questions sur tous les terrains de préoccupation. Il n'y avait aucune limite sur les conversations. Et est-ce que vous avez aussi eu une communication particulière, mais cette fois en direction de l'ensemble des agents de la collectivité? On n'a pas voulu faire de surinformation concernant l'ensemble des agents de la collectivité puisque l'employeur le faisait déjà très bien. Par contre, le plan de reprise d'activité a donné lieu à la transmission d'un courriel à l'ensemble des agents et pour justement réaffirmer le positionnement de la CFDT qui était favorable au plan de reprise proposé. Crise sanitaire, comment a évolué le dialogue social dans ton établissement? Nous avons demandé à la direction d'avoir 2 réunions par semaine pour avoir des informations sur la gestion de la crise, de manière à pouvoir informer les agents et les adhérents en priorité pour les tenir informés. Quel soutien as-tu pu apporter aux agents? Nous avons proposé, dans le cadre d'un CHSCT extraordinaire, un soutien psychologique à tous les agents et même nous en tant que militants, parce que nous avons besoin d'être accompagnés et d'accompagner les agents. Des élus qui développent de nouveaux espaces de discussion. En fait, on se rend compte que avec ces nouveaux espaces, alors ça peut être des espaces virtuels comme des espaces physiques. Quand on est sur des espaces de discussion virtuels, on est plutôt sur, on va dire, sans vouloir faire de pub, de pages Facebook, de réseaux sociaux type WhatsApp, etc. Et pour le coup, on se les réapproprie de manière un petit peu différente. C'est-à-dire ce qu'on voit et ce qu'on a entendu comme témoignage, c'est qu'avant la crise, on était plutôt sur de l'information assez descendante, alors que pendant la crise et le confinement notamment, les équipes se sont plutôt servies des espaces, des réseaux sociaux, des espaces de discussion virtuels pour en faire de vrais espaces de discussion. C'est-à-dire qu'on va créer des forums collectifs, on va créer des groupes pour pouvoir discuter collectivement, tout en aménageant des espaces plutôt individuels pour la discussion sur des questions extrêmement précises et individuelles au cas par cas. Du coup, c'est comment on a réussi à passer de l'information à plutôt de l'interaction, et c'est à ça qu'ont servi plutôt les usages, les nouveaux usages des réseaux sociaux. On voit aussi que l'intranet a été plus utilisé, et là, on est sur plutôt un usage effectivement vers ses adhérents en premier lieu, puis on essaie de diffuser à l'ensemble, assez rapidement à l'ensemble de la population salariée ou agents auxquels on a affaire. Mais c'est aussi une coordination qui se fait davantage avec les directions. C'est-à-dire qu'on voit, on a quand même des témoignages qui nous disent les directions sont venues vers nous, soit pour nous donner des coordonnées, des contacts, et qu'on puisse contacter, échanger avec les salariés ou les agents, ou soit on leur a permis d'ailleurs d'utiliser nos espaces virtuels pour qu'ils puissent communiquer. Donc on a quand même cet usage d'intranet qui s'est fait de manière un peu plus coordonnée, un peu plus partagé. Et puis, on a aussi développement d'espaces de discussion plutôt physiques, pour le coup. Et là, on est sur du soutien plus aux élus. On voit là, dans
dans la petite capsule vidéo on nous raconte que finalement, on a aussi besoin d'espace pour que les équipes CFDT, l'équipe CFDT de la structure se retrouvent et puissent discuter aussi de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu en lien avec les relations, peut-être avec les salariés également. Donc, c'est à la fois en présentiel, à la fois du soutien pour l'équipe CFDT, mais aussi pour les agents ou les salariés qui sont en difficulté, notamment sur du soutien psychologique. Les instances reprennent au mois de juin et nous, la CFDT, on a voulu mettre à l'ordre du jour justement le problème de la reconnaissance, le premier bilan de la crise et puis voir comment on peut envisager l'avenir parce qu'on a un gros souci d'attractivité, notamment pour les soignants. Les problèmes d'avant Covid vont exister après la crise, bien entendu. Donc maintenant, on pose la question à la direction. Première chose, comment vont être réaffectés les agents pour des reprises d'activité normales? Donc là, on a demandé une promesse, la direction a promis de réaffecter les agents à leur affectation d'origine. Deuxième chose, on demande qu'il y ait une procédure claire de reconnaissance en maladie professionnelle pour le Covid. Donc, on est en attente de parution des textes. Troisièmement, on demande la prime pour tous. On demande aussi qu'il y ait une reprise de la politique de qualité de vie au travail. Parce que sinon, tous ceux qui n'ont pas quitté le navire risquent de le quitter là maintenant. S'ils perçoivent des signaux très faibles d'amélioration des conditions de travail, puisque je vous dis, on va retrouver les problèmes d'avant le Covid, si ces signaux sont trop faibles, eh bien, il y a des agents qui nous ont dit, on va quitter le CHR. Parce que déjà, il faut des garanties concernant les conditions de travail. Et le 16 juin, eh bien, c'est aujourd'hui, jour de cette visioconférence, eh bien, le 16 juin, c'est une action pour mobiliser tous les soignants, du public, du privé, tous les travailleurs sociaux, parce que le besoin de reconnaissance est très fort. Ce n'est pas une prime qui va régler le besoin de reconnaissance. Ce n'est pas une revalorisation salariale. C'est une réorganisation de tout le champ de la santé, de tout le champ du social. Là, on a changé de direction, donc on en a profité. Il y avait une faille, hop, on est rentré dedans, on lui a dit, ben voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de concours sur titre, maintenant il faut ouvrir. Sachant aussi qu'autour de nous, par le DU, Vitry, il y avait eu pendant les 2 ans. Donc nous, on avait été un peu le vilain petit canard. Donc du coup, on a poussé à avoir ça, même si ça n'a pas été facile parce que à chaque fois, ils nous parlaient d'argent, il n'y avait pas assez, voilà. On a gagné, hein, donc comme je disais, c'était 14 postes. Alors il y avait des IDE, des AS surtout, il y avait eu un kiné, technicien de labo, enfin, j'en oublie. Et là, même dans le Covid, on a réussi à ce que les gens qui étaient en deuxième liste pour les aides-soignantes et les infirmières qui étaient sur liste complémentaire soient stagiairisés au 1er septembre. Voilà. On a fait valoir que voilà, ils étaient au front, qu'il y avait une reconnaissance à faire de leur part. Voilà, par rapport à ça. Donc là, pour l'instant, on est content parce que au début septembre, voilà. Là, justement, au prochain CHSCT, on va parler des ouvertures de postes pour 2021. On a un EHPAD chez nous et en fait, au départ, donc, le GHT ne voulait pas donner la prime aux agents des EHPAD qui dépendent des CH. Et on a dû faire des recherches, on a dû aller dans les décrets pour leur prouver qu'en fin de compte, l'EHPAD, le SIAD, l'HAD, c'était des services comme la chire, la médecine en fait. Et donc du coup,
bah, on est content parce que ça a remonté donc au niveau du GHT et finalement, bah oui, ils se sont rendus compte que bah, effectivement, tous ces agents qui travaillent dans ces services-là ont droit à la prime comme la chire, la médecine. Donc, ils vont toucher 1 500 € et non pas 1 000 € comme le prochain décret devrait dire pour les gens des EHPAD. Donc, c'est une victoire. C'est parti. Voilà, dans ce thème 5, on a voulu interroger les représentants du personnel sur ce qu'ils entrevoyaient comme thème possible de négociation après la période. Dans cette partie, il nous semble qu'il faut distinguer peut-être deux choses. Ce qui va se négocier dans les entreprises, au niveau des entreprises, et comme ça a été dit dans la vidéo, les sujets d'avant risquent d'être réactivés. Et du coup, on entrevoit peut-être 3 sujets majeurs qui devraient revenir sur le devant de la scène. Le premier, c'est celui du télétravail. Pourquoi le télétravail? Parce qu'en fait, chacun dans la période a pu faire ou vivre une forme de télétravail, une expérience autour du télétravail, ou peut-être plus précisément autour du travail confiné. Il nous semble que ce thème risque de revenir parce que possiblement ceux qui avaient déjà des accords sur le sujet voudront peut-être les revoir, les revisiter. Une enquête récente de l'ANAC montre que près de 88% des salariés souhaitent pouvoir poursuivre ce télétravail ou des formes de télétravail, mais qu'en même temps, il y a un besoin de peut-être mieux le structurer, mieux l'encadrer. Donc, on peut imaginer que les entreprises qui avaient déjà des choses, des accords sur le télétravail, vont peut-être les revoir. Pourquoi le télétravail aussi risque d'être un thème qui va revenir dans les négociations? Peut-être qu'un certain nombre d'entreprises aussi qui pensaient que le télétravail n'était pas pour elles, n'était pas adapté à leur activité, un petit peu par la force des choses dans la période, peut-être ont compris ou ont vécu le fait que, y compris des activités qu'elles pensaient non télétravaillables, finalement peut-être le sont peut-être. Donc, du coup, il nous semble que le télétravail risque d'être un sujet très important. Le deuxième élément, le deuxième sujet, c'est le sujet de la reconnaissance. Comme ça a été dit dans la vidéo, il y aura sans doute, un besoin de reprendre ce sujet-là à court terme pour reconnaître aussi les efforts qui ont été faits dans la période. Donc, on peut imaginer des systèmes effectivement de primes pour reconnaître ce qui a été fait. Mais je pense qu'il faut aussi entrevoir le sujet, le thème de la reconnaissance à moyen et long terme, sous l'angle, comme c'est dit par la personne, sous l'angle de l'attractivité des métiers. Et là, c'est un sujet qui s'inscrit plus dans la durée et qui concerne prioritairement aussi les secteurs du soin. Enfin, troisième élément qui pourrait revenir dans des thèmes de négociation, tout ce qui traite de l'approche qualité de vie au travail, les accords QVT, parce qu'il nous semble que dans la période, faire plus de place au dialogue sur le travail, se parler de la façon de le faire, de le réaliser, se parler de la manière de s'organiser, prend tout son sens, notamment dans les projets de transformation. Et il nous semble que la période va se prêter à ce que l'approche par la qualité de vie au travail se développe. Autre élément sur les thèmes de négociation à venir, il nous semble aussi que peut-être de nouveaux sujets risquent d'apparaître. Et pour illustrer ce point, il nous faut citer 3 sujets, les PSE, l'organisation du temps de travail et les accords de performance collective. Parce qu'il nous semble que dans cette période de redémarrage de l'activité, en fonction des secteurs d'activité, beaucoup vont se poser la question
du temps de travail, peut-être pour absorber de la charge, ou à l'inverse, pouvoir gérer quand l'activité est plutôt en sous-charge. Donc il nous semble que les questions de temps de travail vont revenir sur le devant de la scène. Et puis enfin, dernier élément qu'on voulait citer, mais là qui se joue à un tout autre niveau, c'est la question de la reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle. Mais là, on n'est évidemment pas au niveau de l'entreprise, mais à un niveau beaucoup plus méta et national. Quiroga, je suis délégué syndical central chez Brinks Evolution et j'ai en charge au sein de la Fédération des transports toute l'activité transport de fonds et valeurs. Donc nous, on appréhende beaucoup l'après-Covid dans mon secteur d'activité parce que des habitudes ont été prises. Hein. Il faut savoir que beaucoup de fake news ont circulé sur le fait que le cash pouvait contaminer les personnes. Hein, et aujourd'hui, on a beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir puisque des habitudes ont été prises, principalement le paiement par carte, et est venu se greffer là-dessus la hausse du plafond de la carte contact, qui est passé de 30 à 50 €, sachant que certains grands hypermarchés, prenons l'exemple de Carrefour, a fait passer le paiement contact à 100 €. Ce qui veut dire, pour demain, beaucoup moins de cash en circulation, et donc beaucoup moins de travail pour les salariés du transport. Il faut savoir que notre secteur, il compte 10 000 salariés et qu'aujourd'hui, l'inquiétude est grande dans notre profession. Donc, Xavier Thierry, CFDT Finance. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de l'argent sonnant et trébuchant dans la société civile, on est quand même sur une évolution depuis un certain nombre d'années pour essayer de pousser les usagers ou les consommateurs à utiliser de plus en plus les moyens dématérialisés. Donc, si je prends l'exemple de l'administration fiscale, on a dématérialisé il y a quelques années maintenant les timbres fiscaux. Donc maintenant, on passe systématiquement par des achats de timbres fiscaux sur Internet. Chez nous, il y a tout de même une volonté parce que l'argent, la gestion de l'argent, déjà, c'est une contrainte. L'administration, de manière générale, voit l'argent, le numéraire, comme une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte de comptabilité de caisse, c'est-à-dire qu'il faut tout réintégrer par la suite. Une contrainte au niveau de la sécurité, parce qu'on a besoin d'avoir des locaux sécurisés, des caisses, et on est obligé d'intervenir avec des prestataires externes, type Brinks. Alors, c'est pour ça que depuis l'année dernière, l'administration fiscale a lancé un programme, un appel d'offres, pardon, pour savoir qui pourrait récupérer la gestion des encaissements. Et donc, du coup, c'est les commerces d'utilité locaux, donc les bureaux de tabac, qui sont portés candidats pour la réception des espèces chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'à terme, au niveau de l'administration fiscale, il ne restera plus que quelques caisses dans un département, peut-être une ou deux, des caisses résiduelles, et tous nos encaissements seront gérés par les bureaux de tabac. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que cet impact-là, cette volonté de se passer du liquide, quand vous alliez à votre centre des impôts ou dans votre petite trésorerie, vous faisiez un règlement, vous ne faisiez pas que l'acte de règlement. Vous posiez des questions sur votre situation. Et là, à l'heure actuelle, le buraliste ne peut pas, pour des raisons de confidentialité, n'aura absolument accès à aucune information. Voilà. Pour l'instant. Le souci que j'ai, c'est que l'individualisme prime sur le collectif. Et je vois bien, ça fait 40 ans que j'exerce dans le syndicalisme et aujourd'hui, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, quand on reçoit un salarié au syndicat, c'est qu'il est en bout de course et qui vient chercher de l'aide avant tout.
Alors qu'hier, quand on recevait un salarié, c'était avant tout pour les idées de l'organisation. Et après, seulement, on parlait des problèmes dans son entreprise. Alors, effectivement, la période qu'on vient de vivre force les équipes syndicales à être plus présentes sur le terrain, mais dans un contexte où l'organisation du travail doit être repensée et où les agents ou les salariés ne sont plus forcément présents sur le lieu de travail, finalement, on n'adhère plus qu'en cas de problème pour sa situation individuelle et plus pour l'intérêt du collectif et la possibilité d'influer sur ses conditions de travail. Alors aujourd'hui, ça force les équipes à être disponibles quasiment H24 et à répondre à des sollicitations des futurs adhérents immédiatement, sans forcément avoir l'information sous le coude. Dans ce dernier thème, où nous allons parler des perspectives et des évolutions possibles du rôle syndical, ce qu'on a pu voir dans l'ensemble des témoignages des élus qui ont participé à ces web échanges, c'est que finalement, la crise, elle montre une interdépendance de différentes dimensions, qu'elles soient économiques, sociales et environnementales, et que finalement, cette crise, c'est un accélérateur des transformations du travail, des transformations des organisations du travail et des collectifs. Du coup, ce que l'on voit apparaître, c'est une nécessité d'avoir une approche décloisonnée des différents métiers, une meilleure articulation à saisir dans le rôle syndical ou dans les organisations syndicales ou au sein de la CFDT en tout cas, et puis la question de recréer du collectif, puisque finalement, ce que donne à voir cette crise, même si c'est quelque chose qui était relativement connu sur la perception de la dimension individuelle qui est de plus en plus importante quand on adhère finalement à une organisation syndicale, se pose la question de comment on recrée du collectif et comment on permet de mieux appréhender le collectif au sein de son rôle d'élu, de son rôle de représentant du personnel et au sein de la CFDT. Finalement, la crise est un accélérateur des mutations, mais aussi un révélateur de certains phénomènes, comme la perception de l'individuel au collectif. Tout d'abord, merci à Aline et à Michael et à l'ARACT pour ce recueil de témoignages et aussi cette façon de dégager les grandes caractéristiques les caractéristiques principales du dialogue social. Je voudrais aussi saluer tous les élus parce que c'est vrai qu'ils ont travaillé dans des conditions très difficiles de crise, de confinement et globalement de grands bouleversements. Et j'en viens à dire que on a un certain nombre d'idées sur le dialogue social, de certitudes. Et ce qu'on constate, c'est que certaines certitudes ont pu être renforcées et d'autres sans doute ébranlées. J'ai repéré 6 points, je vais vous les présenter. Voilà, chacun pourra peut-être rajouter d'autres points ou avoir une autre vision. Alors, premier point, le dialogue social est vraiment central, y compris, parce qu'on le savait déjà depuis longtemps à la CFDT, mais y compris en période de crise et sur un temps très court, eh bien, le dialogue social, c'est vraiment ce qui permet à certains moments de faire fonctionner l'entreprise. Deuxième point, le dialogue social doit avoir lieu au plus près du lieu de production, là où il y a les travailleurs et on a bien vu pendant cette période que au niveau national, après les décrets, il y a eu un certain nombre de guides, de documents, d'outils qui ont été créés.
des échanges dans les deux sens et les fédérations, la confédération ont fait un énorme travail. Mais par contre, ce qui est sur proprement la décision, eh bien là, ça se négociait, ça se discutait ferme dans l'entreprise ou dans l'administration. Troisième point, quelque chose qui n'est pas non plus très innovant, qu'on savait déjà, c'est que le dialogue social ne peut véritablement exister, en tout cas de notre point de vue du côté d'une organisation syndicale, ne peut exister si elle ne s'appuie pas sur une relation très forte et continue avec les ouvriers, les salariés, avec tous ceux qui sont véritablement qui produisent, qui font le travail. Et ça, en fait, on l'a bien vu, toutes les équipes l'ont dit. Globalement, on peut résumer que la relation avec les travailleurs, eh bien, c'est la pierre angulaire, c'est la fondation, c'est comme une fondation de maison, c'est la fondation du dialogue social. Quatrième point, ben le dialogue social est mouvant, il s'adapte sans cesse, il y a des réactions, on invente en temps réel, mais il y avait parfois l'idée que le dialogue social, c'était un temps long, c'était quelque chose qui était incertain. Et bien là, on s'est aperçu que en fait, le dialogue social, c'est ce qui permet aussi de gagner du temps et de l'efficacité au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que très rapidement, lorsque le dialogue s'est installé, les décisions qui ont été prises étaient solides et il n'y a pas eu besoin de les remettre en cause, si bien qu'en fait, les équipes, comme les directions, comme l'ensemble des structures de travail, ont pu évoluer très vite et s'adapter. Cinquième élément, j'ai constaté, et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'en tout cas, dans certains cas, le dialogue social, ça permettait de renforcer la cohésion des groupes et le sens du travail. Ou je pourrais dire à l'inverse, quand il n'y a plus de dialogue social, eh bien c'est aussi le collectif qui se fissure et c'est aussi le travail qui perd de son sens. Et puis, dernier point, le dialogue social, c'est pas un interlocuteur, un lieu, un canal unique de communication. Le dialogue social, c'est un système de maillage et là aussi, on n'a pas eu des témoignages qui vont tous dans le même sens, mais très souvent, on a observé que nos élus, eh bien, quand ils négociaient, selon le sujet, selon l'ampleur du sujet aussi, selon que ce soit une revendication individuelle ou collective, eh bien, en fait, ce dialogue passait par différents créneaux, différents interlocuteurs, et donc le dialogue est multiple et mouvant. Alors, on peut revenir à la question de départ. Quel enseignement tirer? Qu'est-ce qui nous permet de renforcer le dialogue? On n'a pas véritablement de certitude parce qu'on a quand même très peu de recul, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette période a fait bouger les lignes, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui paraissait à un certain moment complètement impossible est devenu possible. C'est-à-dire qu'on a vu dans certaines entreprises des discussions pour aider aussi des salariés qui étaient des sous-traitants ou d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de solidarité et de frontières qui se sont affaissées, qui se sont réduites. Le dialogue social, eh bien, en fait, pour être efficace, doit sans arrêt dépasser les préjugés et se confronter à de nouvelles idées. Bonjour, eh bien, je voudrais moi aussi remercier évidemment l'ARACT pour l'appui qu'il nous a donné dans cette
expérience, remercier surtout l'ensemble des militants CFDT, au-delà de ceux qui ont témoigné bien sûr, mais l'ensemble des militants qui aujourd'hui, dans une période très compliquée, bossent sur ces questions de travail et de son évolution un peu partout sur le territoire. Alors juste quelques éléments, non pas de conclusion, mais des points qui me paraissent importants. Pour l'interne, je crois d'abord que la CFDT, elle est dans son rôle pleinement quand elle se préoccupe de ces questions, de ce que vivent les travailleurs et de l'évolution du travail dans cette période très particulière aussi. Et puis, je vois 2 points qui sortent de tous ces témoignages. La question de l'accompagnement de notre réseau militant. C'est la richesse de la CFDT, c'est l'ensemble de son réseau militant. On voit que ce qu'ils ont à faire quotidiennement est très compliqué et que plus que jamais, cette question de l'accompagnement, d'un réseau de ressources, d'un réseau de conseils mis à disposition pour que, j'allais dire, que la compétence technique soit tout de suite en appui aux militants qui parfois ont un travail très compliqué à faire et parfois le font de façon un peu isolée. Voilà, ça c'est vraiment de notre responsabilité de première organisation du territoire que d'accompagner chacun de nos militants. Le deuxième élément que je verrais, c'est autour de ces questions de dialogue social qui ont été disséquées là, pendant toutes ces petites vidéos. Évidemment, la primauté du dialogue social dans l'entreprise ou l'établissement parce qu'au plus près des réalités de travail, Rémi l'a dit. Aussi cette question de l'articulation avec les autres niveaux existants, la branche, quand il s'agit de l'évolution d'un métier, les négociations interprofessionnelles nationales, mais aussi, je voudrais saluer cette émergence-là, aujourd'hui même, du dialogue social territorial. On a aujourd'hui installé la conférence sociale régionale en Grand Est pour que justement l'ensemble des acteurs de ce qu'on appelle le quadripartisme, les organisations professionnelles, les organisations syndicales, l'État, la région, se mettent autour d'une table pour regarder en quoi cette transformation du travail dans laquelle on est en plein doit aussi s'accompagner par une transformation du territoire pour au final bénéficier à l'ensemble de ses habitants. Je remercie en tout cas encore une fois l'ensemble de la CFDT pour travailler chaque jour sur ces sujets très compliqués.